La porte tournante entre le gouvernement, l'éducation et l'industrie pharmaceutique est l'un des pires secrets de la psychiatrie. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Par exemple, Daniel Troy, ancien membre d'un lobby pour une firme pharmaceutique, fut engagé comme conseiller général à la FDA, en qualité duquel il constituait des dossiers en faveur des laboratoires pharmaceutiques et contre des victimes des effets nocifs des psychotropes. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Après son départ de la FDA, Daniel Troy est retourné dans l'industrie pharmaceutique. Il est maintenant le vice-président et conseiller général du géant de l'industrie pharmaceutique, GlaxoSmithKline. Voilà l'atmosphère dans laquelle les psychiatres de la FDA donnent l'approbation aux laboratoires de mettre leurs psychotropes sur le marché. Mais les essais cliniques ne sont pas censés s'arrêter là. Il reste encore une phase à faire, la phase 4. En plus des effets secondaires observés chez les membres de petits groupes dans le cadre de la troisième phase, la phase 4 exige que les compagnies pharmaceutiques gardent un œil sur les effets secondaires chez les membres du grand public. Le nombre alarmant d'effets secondaires nocifs qui vont à présent faire leur apparition a incité un groupe pro-psychotropes à déclarer que les problèmes de dangerosité des psychotropes ne se manifesteront qu'après au moins 7 ans. The meds are not tested long-term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly. Au lieu de servir de mesure de sécurité ou de vigilance post-marketing, la quatrième phase des essais cliniques est transformée en recherche post-marketing et est utilisée pour trouver des façons de recycler les psychotropes afin de les prescrire pour plus de troubles. Prenons le Zoloft, approuvé par la FDA en 1991 pour traiter les dépressions majeures. Depuis 1991, il a été autorisé pour traiter le trouble compulsif obsessif, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble dysphorique prémenstruel, le trouble de panique et de l'anxiété sociale. En 2005, la dernière année complète avant l'expiration de son brevet, le Zoloft a rapporté 3,3 milliards de dollars. Et comme pour les autres psychotropes, la plus grosse partie du revenu représente un bénéfice net. 100 pilules de Xanax, par exemple, coûtent seulement 2 cents et demi à produire, mais se vendent en moyenne à 136,79 $, soit un profit de 500 000 %. C'est pour cela que la marge de profit des compagnies pharmaceutiques est de plus ou moins 16 %, le triple d'une entreprise moyenne. En 2006, les PDG des 10 plus grosses compagnies pharmaceutiques étaient chacun payés 18 millions de dollars par an, soit 400 fois le revenu moyen d'un foyer américain. Wall Street est ravi quand les firmes pharmaceutiques produisent des psychotropes, vu que les psychiatres ne les prescrivent pas pour guérir, mais pour soulager, donc ce procédé pourra durer toute une vie. Et les consommateurs à vie ont une grande influence sur l'argent engrangé. Un analyste boursier a fait ce commentaire: le premier désastre, c'est de tuer des gens. Le deuxième, c'est de les guérir. À Wall Street, les actions des compagnies pharmaceutiques sont celles qui montent le plus et sont considérées comme le plus rentable investissement possible. En 2002, le profit total des 10 plus grosses firmes pharmaceutiques sur la liste des 500 du magazine Fortune excédait le profit combiné des 490 autres entreprises. Une baisse des valeurs pharmaceutiques représenterait une perte majeure pour les investisseurs du monde entier, et les investissements doivent être protégés. Avec autant d'argent en jeu, est-il vraiment surprenant que l'on ne dise pas aux actionnaires la vérité sur les psychotropes dans lesquels ils investissent? Ils ne savent pas que l'approbation de la FDA ne garantit aucunement qu'un psychotrope est inoffensif et que les essais cliniques qui ont permis de le faire approuver sont souvent fondés sur des mensonges ou des supercheries. Mais après que le psychotrope est approuvé, le prochain défi devient: comment convaincre les médecins qui prescrivent ces psychotropes qu'ils sont inoffensifs, efficaces
et ne provoqueront que quelques effets secondaires nocifs, alors que les essais cliniques de la firme démontrent que ce n'est pas le cas. Comme les psychotropes sont des substances psychoactives puissantes, seuls les médecins peuvent les prescrire. Alors comment les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont-ils réussi à convaincre des millions de médecins de les prescrire à des centaines de millions de personnes? Les compagnies pharmaceutiques sont impatientes de lancer leurs produits sur le marché. Après tout, c'est un marché qui peut rapporter chaque jour des millions de dollars. Pour assurer au grand public et aux médecins traditionnels que leurs psychotropes testés à la va-vite sont inoffensifs, les firmes pharmaceutiques ne regardent pas à la dépense pour s'associer aux psychiatres, et ces derniers sont heureux d'accepter l'argent. It's really quite an interesting marriage that the drug companies have with the medical profession, and psychiatry primarily is a strong arm of that. Cette relation a vu le jour à la faculté de médecine. You go to medical school and you learn that drugs are the answer. And then you go into residency and you're told about this whole armamentarium of psychotropic drugs. And if somebody's bipolar, you use this whole group of drugs. If someone's depressed, you use these drugs and so on. And that is the Bible. And when you're a believer, as psychiatrists are, in the Bible of psychiatry, you're in that box called psychiatry, you're not likely to stray unless you begin to think for yourself. Frais émoulus de l'école de médecine, ces psychiatres croyants se font recruter en nombre par les compagnies pharmaceutiques pour être formés comme porte-parole. They know then who are the psychiatrists who are most easily influenced, and they can then invest in those doctors, take those doctors to whatever fancy resort to be educated about the latest, newest med, and those people then become the experts. They go and give the talks at the medical dinners, at the fancy restaurants, or at the drug-sponsored symposia at the American Psychiatric Association. They become the teachers in the residency training programs. Une fois que ces soi-disant figures clés ont fini la tournée des psychiatres de leur région, ils passent aux médecins traditionnels pour les convaincre de prescrire des psychotropes. So you have the psychiatrists coming in now and teaching at an OBGYN convention where they'll give papers there, or they'll design to address GPs and teach the GPs how to look for and diagnose these diseases and these illnesses. And again, the psychiatrist they're the ones who are going to know. Like in the medical profession, most of the doctors will say, well, these guys are the specialists in the field. I'm going to listen to how they want me to do this so that I can do it in my own practice, and they'll follow that lead and that influence, all funded by the drug companies. L'instruction des médecins commence dans ces congrès médicaux, où s'effectue une formation rendue obligatoire par le gouvernement, dite formation médicale continue, ou FMC. I'm required once a year to have so many units of postgraduate training, and so I have to go to get my hours by approved training centers that the state recognizes, and those approved training centers are run by the drug companies.